Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 11. Je trouve ça dommage, dit un petit mage. Les autres se turent. C'était effectivement dommage, une honte même, et tous, sans exception, entendaient le gémissement coupable qui leur brûlait l'épine dorsale. Mais, par une étrange alchimie de l'âme, comme il arrive si souvent, la culpabilité les rendait arrogants et téméraires. « Vous allez la fermer, oui ?» fit le chef provisoire. Il s'appelait Benados Connard, mais il y a ce soir on ne sait quoi dans l'air pour laisser entendre que ça ne vaut pas la peine de retenir son nom. L'atmosphère est lugubre, lourde, peuplée de fantômes. L'université invisible n'est pas vide. Il n'y a plus personne dedans, voilà tout. Mais bien sûr, les 6 mages qu'on a envoyés incendier la bibliothèque n'ont pas peur des fantômes, parce qu'ils sont tellement chargés de magie qu'ils bourdonnent pratiquement en marchant, qu'ils portent des robes plus somptueuses que n'en a jamais porté aucun archichancelier, que leurs chapeaux pointus sont plus pointus que tous ceux vus à ce jour, et que s'ils se tiennent autant serrés les uns contre les autres, c'est pure coïncidence. « Il fait drôlement noir là-dedans, » nota le plus petit. « Il est minuit, » répliqua sèchement Sconnard. « Et le seul danger là-dedans, c'est nous. Pas vrai, les gars ?» Un chœur de vagues murmures lui répondit. Ils craignaient tous Sconnard, dont la rumeur disait qu'il pratiquait des exercices de pensée positive. « Et on n'a pas peur de quelques vieux bouquins. Hein, les gars ?» Il regarda le petit mage de travers. « Vous n'avez pas peur, hein ?» ajouta-t-il rudement. « Moi ? Oh, non, bien sûr que non. Ce n'est que du papier, comme il a dit. » s'empressa de répondre l'interpellé. « Bon, alors, il y en a 90 000, remarquez, » fit un autre mage. « On m'a toujours dit qu'on n'en voyait pas la fin, » renchérit encore un autre. « C'est une histoire de dimension, on m'a dit, comme la partie supérieure du... Vous savez, là, le machin qui reste surtout sous l'eau. L'hippopotame, l'alligator, l'océan. Écoutez, fermez-la, vous tous !» brilla Sconnard. Il hésita. Les ténèbres avaient l'air d'absorber le son de sa voix. Elles emplissaient l'espace comme des plumes. Il se ressaisit un peu. « Bon, d'accord, » dit-il. Il se retourna vers les portes sévères de la bibliothèque. Il leva les mains, exécuta quelques gestes compliqués durant lesquels ses doigts, on en avait les larmes aux yeux de le voir faire, donnèrent l'impression de se passer les uns à travers les autres, et il réduisit les battements de sueur. Les vagues de silence déferlèrent à nouveau pour étouffer le bruit des copeaux tombant par terre. Aucun doute, les portes étaient pulvérisées. 4 malheureux gonds pendouillaient en tremblant au chambranle, et un amas de bancs et d'étagères en morceaux gisait au milieu des débris. Même Sconnard fut un peu surpris. « Et voilà, » dit-il. « Pas plus difficile que ça. Vous voyez, il ne m'est rien arrivé, pas vrai ?» Frottement de souliers à bout recourbés. L'obscurité au-delà de la porte s'enluminait de la lueur douloureuse pour les yeux des radiations thaumaturgiques dues aux particules de possibilités dépassant la vitesse de la réalité dans un puissant champ magique. « Bon, » fit joyeusement Sconnard, « qui aimerait avoir l'honneur d'allumer le feu ?» 10 secondes de silence plus tard, il reprit. « Dans ce cas, je vais m'en charger moi-même. Franchement, je ferais aussi bien de parler à un mur. » Il enjamba le seuil et se hâta vers la petite tache de lumière stellaire qui tombait du dôme de verre, loin, au-dessus du centre de la bibliothèque. Quoique, bien sûr, on est toujours beaucoup débattu sur la topographie précise des lieux.
Les fortes concentrations de magie distordent le temps et l'espace, et il reste possible que la bibliothèque n'ait même pas de bord, alors un centre. Et il tendit les bras. Là, vous voyez, il ne s'est absolument rien passé. Venez maintenant. Les autres mages obéirent, avec grande réticence et une tendance à baisser la tête lorsqu'ils franchirent le seuil forcé. « D'accord, » fit Sconard avec une certaine satisfaction. « Bon, est-ce que tout le monde a bien ses allumettes comme prévu ? Le feu magique ne prendra pas sur ce livre-là. Alors je veux que tout le monde... Quelque chose a bougé là-haut. » Le coupa le plus petit mage. Sconard battit les paupières. « Quoi ? » « Quelque chose a bougé dans le dôme, » répéta l'autre qui ajouta en manière d'explication. « Je l'ai vu. » Sconard leva la tête, les yeux plissés vers les ombres déroutantes et décida de faire montre d'un peu d'autorité. « Baliverne !» fit-il vivement. Il sortit une poignée d'allumettes jaunes nauséabondes et ordonna. « Maintenant, je veux que vous vous entassiez tous. Je l'ai vraiment vu, vous savez, » insista le petit mage d'un air boudeur. « Bon, d'accord, vous avez vu quoi ? Je ne suis pas tout à fait... Vous ne savez pas, hein ?» cracha Sconard. « J'ai vu quelque... Chut, vous ne savez pas !» répéta Sconard. « Vous ne voyez que des ombres, vous essayez seulement de saper mon autorité. C'est ça ?» Sconard hésita, et son regard se ternit un instant. « Je suis calme, » psalmodia-t-il. « Je suis parfaitement maître de moi. Je ne vais pas me laisser... C'était... » « Écoute, rat du cul, tu vas me le fermer ton clapet, d'accord ?» L'un des autres mages, qui regardait en l'air pour dissimuler son embarras, eut une petite toux étranglée. Sconard ? Et c'est valable pour vous aussi. » Sconard se hérissa de toute sa hauteur et brandit les allumettes. « Comme je disais, » fit-il, « je veux que vous me grattiez ces allumettes, et je suppose qu'il va falloir que je vous montre comment on gratte une allumette. Je dis ça pour l'autre rat du cul. Et je ne suis pas de l'autre côté de la fenêtre, vous savez. Bon sang, regardez-moi, vous prenez une allumette. » Il en gratta une. L'obscurité fleurit en une boule de lumière blanche sulfureuse, et le bibliothécaire lui tomba dessus comme s'il descendait tout droit de l'homme. Ils connaissaient tous le bibliothécaire, de cette façon à la fois précise et diffuse dont on connaît les murs, les parquets et tous les autres décors secondaires mais nécessaires de la scène où se joue la vie. Pour ceux qui se souvenaient de lui, c'était un léger soupir ambulant, assis sous un bureau à réparer des livres ou errant sur ses phalanges parmi les rayonnages à la recherche des fumeurs clandestins. Le mage, assez imprudent pour risquer une foulée en douce, ne se doutait de rien jusqu'à ce qu'une main de cuir souple se lève et lui retire la sèche incriminée. Mais le bibliothécaire ne faisait jamais d'histoire. Il prenait seulement un air extrêmement peiné, affligé par cette triste affaire, puis il boulottait le mégot. Mais ce qui essayait maintenant à toute force de dévisser la tête de Sconard par les oreilles, c'était un cauchemar hurlant aux babines retroussées sur de longs crocs jaunes. Les mages terrifiés pivotèrent pour s'enfuir et se cognèrent dans les étagères qui bloquaient inexplicablement les allées. Le plus petit glapit roula sous une table chargée d'atlas et se coucha, les mains sur les oreilles pour ne pas entendre les bruits épouvantables qui lui parvenaient, tandis que ses collègues cherchaient à s'échapper. Enfin, le silence retomba, mais le silence particulier, retentissant, que produit quelque chose qui se déplace très furtivement, comme en chasse. Terrorisé, le petit mage en mâcha la pointe de son chapeau. Le chasseur silencieux le saisit par la jambe et le tira doucement mais fermement hors de son abri. Le malheureux bredouilla un peu, les paupières closes, puis lorsque des dents effrayantes manquèrent se planter
grattant sa gorge, il risqua un bref coup d'œil. Le bibliothécaire le souleva par la peau du cou et le tint suspendu d'un air songeur à 30 centimètres au-dessus du sol, juste hors de portée d'un petit terrier à poils blancs, plus tout jeune, qui essayait de se rappeler comment mordre les chevilles des gens. Fit le mage qui fut alors projeté par la porte défoncée en une trajectoire presque rectiligne qu'interrompit brutalement le carrelage. Au bout d'un moment, une ombre près de lui lança. « Bon, eh bien, voilà. Quelqu'un a vu ce connard de Sconard ?» Et une forme de l'autre côté. « Je crois que je me suis brisé le cou. »« Qui c'est là ?»« Ce connard !» fit la forme d'une voix mauvaise. « Oh, pardon, Sconard !» Sconard se remit debout. Une aura magique découpait maintenant sa silhouette. Il tremblait de rage lorsqu'il leva les mains. « Je vais lui apprendre, moi, à ce sale dégénéré, à respecter ses supérieurs dans l'évolution, » gronda-t-il. « Attrapez-le, les gars !» Et Sconard reprit contact avec le carrelage sous le poids des 5 autres mages. « On regrette, mais vous savez que si vous vous servez de la magie près de la bibliothèque avec toutes celles déjà dedans, à la moindre anicroche, il se produit une masse critique et alors, bang! Bonne nuit le monde !» Sconard grogna. Les mages assis sur lui jugèrent mal avisés de se lever pour l'instant. Il finit par reconnaître. « D'accord, vous avez raison, merci. C'était une erreur de me mettre en colère comme ça. M'a obscurci le jugement. L'objectivité avant tout. Vous avez absolument raison, merci. Tirez-vous. » Ils prirent le risque. Sconard se releva. « Ce singe, dit-il, a mangé sa dernière banane. Allez me chercher... anthropoïde, Sconard, fit le petit mage, incapable de se retenir. C'est un anthropoïde, vous voyez, pas un singe. Il se décomposa sous le regard fixe de l'autre. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Singe, anthropoïde, quelle différence ? Fit Sconard. Quelle différence, hein, monsieur le zoologiste ? Je ne sais pas, Sconard, répondit humblement le mage. Je crois que c'est une histoire de classification. La ferme, oui, Sconard. Espèce d'affreux nabot, fit Sconard. Il se retourna et ajouta, d'une voix aussi égale qu'une lame de scie. Je suis parfaitement maître de moi. J'ai la tête aussi froide qu'un mammouth épilé. Mon intellect a pris le dessus. Lequel d'entre vous était assis sur ma figure ? Non, je ne dois pas me mettre en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis positif. Mes facultés tournent à plein régime. Y en a qui veulent discuter ? Non, Sconard, répondit-il en chœur. Alors ramenez-moi une douzaine de barils d'huile et tout le petit bois que vous trouverez. On va se le frire, l'anthropoïde. Des hauteurs du toit de la bibliothèque, domaine des chouettes, chauves-souris et consorts, parvinrent un cliquetis de chaînes et un tintement de verre qu'on brisait aussi respectueusement que possible. « Ils n'ont pas l'air très inquiets, » fit Nigel, légèrement offensé. « Comment te dire » répliqua Rincevent. « Quand on en viendra à dresser la liste universelle des grands cris de guerre, excusez-moi, n'y figurera pas. » Il fit un pas de côté. « Je ne suis pas avec lui, » dit-il sérieusement à un garde tout sourire. « Je viens juste de le rencontrer dans une fosse. » Il gloussa. « Ce genre de truc m'arrive à tout bout de champ, » expliqua-t-il. Les gardes le fixaient sans le voir. « fit-il. « Bon, » ajouta-t-il. Il revint en crabe auprès de Nigel. « Tu es bon à l'épée »
Sans quitter les gardes des yeux, Nigel fourragea dans son sac et tendit le livre à Rincevent. « J'ai lu tout le chapitre 3, dit-il. Il y a des illustrations. » Rincevent tourna les pages froissées. À force d'avoir été manipulés sans ménagement, on aurait pu les battre comme des cartes à jouer, mais ce qui avait jadis dû tenir lieu de couverture affichait une gravure sur bois plutôt médiocre d'un homme musclé. Il avait des bras comme 2 sacs pleins de ballons de foot, et debout, baignait jusqu'aux genoux parmi des femmes langoureuses et une hécatombe d'ennemis, l'air avantageux. À côté de lui, on lisait la légende. « En 7 jours seulement, je fais de vous un héros barbare. » En dessous, en caractère légèrement plus petit, s'inscrivait le nom de l'auteur, Cohen le barbare. Rincevent trouvait ça plutôt louche. Il avait connu Cohen, et si le vieux arrivait à lire tant bien que mal, il n'avait en revanche jamais vraiment maîtrisé l'écriture et signait toujours son nom d'un X qu'il orthographiait d'ordinaire de travers. D'un autre côté, dès qu'il y avait de l'argent en jeu, on le voyait rappliquer en vitesse. Rincevent considéra encore l'illustration, puis Nigel. « 7 jours ? Je ne lis pas vite. »« Ah !» fit Rincevent. « Et j'ai sauté le chapitre 6 parce que j'ai promis à ma mère d'en rester au pillage et à la mise à sac tant que je n'ai pas trouvé la fille qui convient. »« Et ce livre-là t'apprend à devenir un héros ? » ?»« Oh oui, c'est un bon bouquin. » Nigel lui jeta un coup d'œil inquiet. « Il est bien, non ? Ça m'a coûté cher. » « Je pense qu'il vaudrait mieux que tu continues à le potasser alors. » Nigel redressa ce que, faute d'un meilleur mot, nous appellerons ses épaules, et agita à nouveau son épée. « Vous 4, vous auriez drôlement intérêt de faire gaffe, sinon... » « Attendez une seconde. » Il reprit le livre à Rincevent, feuilleta rapidement les pages, trouva ce qu'il cherchait et poursuivit. « Oui, sinon... les vents glacés du destin mugiront à travers vos squelettes blanchis. Les légions de l'enfer noieront vos âmes à vif dans l'acide. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Excusez-moi un instant. Prendrait bien une pomme ? » Un accord métallique résonna lorsque les 4 hommes dégainèrent leur épée en harmonie parfaite. La lame de Nigel ne fut plus qu'une traînée floue. Elle traça un chiffre 8 tarabiscoté devant lui, pirouetta par-dessus son bras, sauta d'une main à l'autre dans son dos, parut décrire une double orbite autour de sa poitrine et bondit comme un saumon. 1 ou 2 femmes du harem applaudirent spontanément. Même les gardes hurlèrent impressionnés. « Ça, c'est une triple botte d'orque avec pichenette, » annonça fièrement Nigel. « J'en ai cassé des miroirs pour la prendre. Regardez, ils s'arrêtent. »« Ils n'ont jamais rien vu de pareil, j'imagine, » dit faiblement Rincevent, qui évaluait la distance jusqu'à la porte. « À mon avis, non. Surtout le dernier mouvement, quand l'épée s'est enfoncée dans le plafond. » Nigel leva la tête. « Marrant, » dit-il. « Chez moi aussi, c'était tout le temps pareil. Je me demande ce que je fais de travers. » « Aucune idée. »« Mince alors, je suis désolé, » fit Nigel tandis que les gardes semblaient comprendre apparemment que le spectacle était terminé et se rapprochaient pour la curer. « Ne te fais pas de reproches, » dit Rincevent alors que Nigel leva le bras et tentait vainement de libérer la lame. « Merci, je le ferai pour toi. » Rincevent réfléchit à la marche à suivre. Il réfléchit même à la course à suivre. Mais la porte se trouvait trop loin, et de toute manière, à en juger d'après les bruits, l'ambiance de l'autre côté était tout aussi malsaine. Une seule solution donc. Il lui fallait employer la magie. Il tendit un bras, et 2 des gardes s'écroulèrent. Il tendit l'autre, et les 2 suivants s'écroulèrent à leur tour.
Au moment même où il commençait à s'en étonner, Konina enjamba coquettement les corps étendus en se frottant le tranchant des mains. « J'ai cru que vous n'y arriverez jamais, dit-elle. Qui c'est, votre ami ?» Comme on l'a déjà signalé, le bagage montrait rarement des signes d'émotion, en tout cas d'émotions moins extrêmes que la rage aveugle et la haine. Aussi est-il difficile de juger des sentiments qui l'animaient lorsqu'il se réveilla à quelques kilomètres d'Al-Khali, renversé sur son couvercle, dans un oued asséché, les pattes en l'air. L'aube venait à peine de poindre que l'atmosphère ressemblait à l'haleine d'un fourneau. Au prix d'un certain nombre de balancements, le bagage parvint à orienter la plupart de ses pieds dans le bon sens et se livra sur place à une gigue compliquée au ralenti pour garder aussi peu que possible en contact avec le sable brûlant. Il n'était pas perdu. Il savait toujours exactement où il se trouvait. Il se trouvait toujours là. C'est que partout ailleurs semblait provisoirement égaré. Au bout d'un temps de réflexion, le bagage se retourna et marcha très lentement, droit sur un rocher. Il recula et s'assit, intrigué. Il avait l'impression qu'on l'avait rempli de plumes chaudes et il devinait vaguement les bienfaits de l'ombre et d'une boisson bien fraîche. Après quelques faux départs, il gravit une dune de sable voisine qui lui offrit une vue imprenable sur des centaines d'autres dunes. Au cœur de son bois, le bagage était troublé. On l'avait éconduit. On lui avait dit de se casser. On l'avait rejeté. Il avait aussi bu assez d'oraque pour intoxiquer un petit pays. S'il est une chose dont un accessoire de voyage ressent avant tout le besoin, c'est appartenir à quelqu'un. Le bagage se mit en route d'un pas incertain, dans le sable brûlant, plein d'espoir. « Je ne crois pas qu'on ait le temps pour des présentations, » dit Rincevent, alors qu'au loin, une partie du palais s'écroulait dans un bruit sourd qui ébranla le sol. « Faudrait... » Il s'aperçut qu'il parlait tout seul. Nigel lâcha l'épée. Konina s'avança. « Oh non !» fit Rincevent, mais il était déjà trop tard. Le monde s'était soudain coupé en deux parties. L'une contenait Nigel et Konina, et l'autre tout le reste. L'air entre le héros et l'héroïne crépita. Dans leur moitié de monde, sans doute, un orchestre jouait au loin, des oiseaux bleus gazouillaient, des petits nuages roses défilaient en trombe dans le ciel, enfin tout ce qui se passe dans ces moments-là. Face à un tel phénomène, de vulgaires palais qui s'écroulent dans le demi-monde, d'à côté ne font pas le poids. « Écoutez, on pourrait peut-être en finir avec les présentations, » dit Rincevent au désespoir. « Nigel, le destructeur. » fit Nigel d'un ton rêveur. « D'accord, Nigel le destructeur, » convint Rincevent, qui ajouta « fils de Ascroupe le puissant. » termina l'autre. Rincevent resta à bouche bée, puis haussa les épaules. « Bah, n'importe, » concéda-t-il. « En tout cas, voici Konina. Et c'est une drôle de coïncidence parce que ça va t'intéresser d'apprendre que son père était un... » Konina, sans le regarder, avait tendu la main et lui serrait la figure d'une prise sans brutalité qui, d'une simple pression plus forte des doigts, aurait pu lui transformer la tête en boule de bowling. « Mais j'ai pu me tromper, » ajouta-t-il lorsqu'elle retira la main. « Qui sait ? Qui ça intéresse ? Quelle importance ?» Il ne lui prêtait aucune attention. « Je vais voir si je trouve le chapeau, d'accord ?» fit-il. « Bonne idée, » murmura Konina. « Sans doute je vais me faire tuer, mais bon, je m'en fiche. »« Génial, » dit Nigel. « Sans doute personne ne va même remarquer que je suis parti. »« Bien, bien, » fit Konina. « On va me découper en rondelles, sûrement. »
ajouta Rincevent qui se dirigea vers la porte à la vitesse d'un escargot à l'agonie. Conina battit des paupières. « Quel chapeau ?» fit-elle. Puis « Oh, celui-là !»« Aucune chance, je suppose, pour que vous me donniez un coup de main, vous deux » hasarda-t-il. Quelque part dans le monde intime de Conina et de Nigel, les oiseaux bleus regagnèrent leur perchoir, les petits nuages roses s'éloignèrent et l'orchestre plia son matos pour filer faire le bœuf dans une quelconque boîte de nuit. Un peu de réalité s'imposa à nouveau. Conina arracha son regard admiratif de la figure extraciée de Nigel et le tourna, légèrement refroidi, vers Rincevent. « Écoutez, fit-elle, ne lui dites pas qui je suis, vraiment, d'accord ? Les gars se font des idées bizarres et... Enfin bref, si vous le dites, je vous brise personnellement tous les... »« Oh, je vais être bien trop occupé, répondit Rincevent. « Avec qui vous allez m'aider à récupérer le chapeau et le reste. Mais je ne comprends pas ce que vous lui trouvez, ajouta-t-il avec hauteur. Il est gentil. Je n'en vois pas souvent des gars gentils, on dirait. Oui, ben... Il nous regarde. Et après, vous n'avez pas peur de lui quand même. Et s'il me parle ? Rincevent resta interdit. Il avait l'impression, et ce n'était pas la première fois, que des champs entiers d'expériences humaines lui étaient passés sous le nez, si tant est que des champs puissent passer sous le nez des gens. C'était peut-être lui qui était passé à côté. Il haussa les épaules. « Pourquoi vous les avez laissés vous emmener au harem sans vous défendre ?» demanda-t-il. « J'ai toujours voulu savoir ce qui s'y passait. » Une pause. « Alors ?» fit Rincevent. Alors on s'est tout assis en rond, puis au bout d'un moment le sérif est arrivé. Alors il m'a demandé et il a dit que c'était mon tour, vu que j'étais nouvelle, et alors vous ne devinerez jamais ce qu'il a voulu que je fasse. D'après les filles, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ça va ? Bien, très bien, marmonna Rincevent. Vous avez la figure toute bouillante ? Non, je vais bien, très bien. Il m'a demandé que je lui raconte une histoire. Une histoire de quoi ? Fit Rincevent soupçonneux. Les autres filles ont dit qu'ils préfèrent quand ça parle de lapins. Ah, de lapins. Des petits lapins blancs pleins de poils tout doux. Mais comme histoire, je ne connais que celle que mon père m'a apprise quand j'étais gamine, et je ne crois pas qu'elle soit très convenable. Pas beaucoup de lapins ? Des tas de bras et de jambes coupés, dit Conina qui soupira. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui dire. Pour moi, vous voyez, je ne suis pas faite pour une vie normale. Raconter des histoires dans un harem, ça n'est sacrément pas normal, dit Rincevent. Ça ne prendra jamais. Il nous regarde encore. Conina saisit le bras de Rincevent. Il la fit lâcher d'une secousse. Oh, bon sang, dit-il, et il traversa rapidement la pièce pour rejoindre Nigel, qui lui saisit l'autre bras. Vous ne lui avez rien dit sur moi, hein ? Demanda-t-il. Je ne m'en remettrai pas si vous lui avez dit que je commence juste à apprendre comment... Non. Elle veut simplement que tu nous aides. C'est une genre de quête. Les yeux de Nigel s'allumèrent. Vous voulez dire comme les jahards ? Fit-il. Pardon ? C'est dans le livre. Pour être un vrai héros, il faut se trouver un jahar. Le front de Rincevent se plissa. Ce n'est pas un oiseau, ça ? Je crois que c'est une genre d'obligation, quelque chose dans ce goût-là, dit Nigel sans grande certitude. Moi, ça me fait plutôt penser à un oiseau, dit Rincevent. Je suis sûr d'avoir lu ça une fois dans un bestiaire. Gros, incapable de voler, des grandes pattes roses il avait. Sa figure se figea tandis que ses oreilles digéraient les fadaises que sa bouche venait de débiter en un tel moment. 5 secondes plus tard, ils étaient hors de la pièce, abandonnant derrière eux 4 gardes étalés par terre et les dames du harem qui s'installèrent pour se raconter quelques histoires.